Chers téléspectateurs de Couleur TV, nous sommes très ravis de vous retrouver dans notre entretien. Donc, c'est la continuité, on va dire, de nos entretiens sur le bilan des 30 ans de la Conférence nationale souveraine du Niger. Donc, nous continuons notre débat pour essayer de décortiquer un petit peu les acquis qu'on a eus et puis ce qu'il y a à améliorer par rapport à ces 30 ans de démocratie. Donc, pour parler de ce thème, j'ai à ma compagnie M. Issoufou Sofo, donc premier secrétaire à l'ambassade du Niger au Maroc. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Couleur TV d'avoir aussi eu l'initiative de nous interviewer par rapport à cette question de la démocratie au Niger. Voilà, c'est un plaisir partagé. Alors, M. Sofo, on va aller tout de suite vers la démocratisation. On sait que toutes les revendications qui ont eu lieu avant, justement, qui ont permis d'aboutir à la conférence nationale, c'était pour démocratiser non seulement les institutions, mais aussi le modèle politique que nous avions, qui était quand même assez autoritaire, détenu par l'armée. Donc, il fallait qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture. Alors, est-ce que cette démocratisation, est-ce que les réformes, toutes les revendications qui ont été portées à la conférence, est-ce que ça a abouti ou pas? Le bilan de la conférence nationale plutôt, il est un peu mitigé, puisque nous savons quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes sortis d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Alors, avec l'avènement de la conférence, nous avons eu beaucoup d'avancées dans le domaine de la démocratie, notamment les libertés individuelles qui sont reconnues, les libertés collectives, et certains droits qui ont été aussi accordés à certaines sociétés et des syndicats aussi. Effectivement, il y a eu des libertés, il y a eu des acquis quand même qu'on ne peut pas nier, même si, comme vous le dites, le bilan est assez mitigé. Bon, on va revenir sur la nature du bilan vers la fin. Alors, il y a eu, vous avez souligné l'ouverture vers les associations, et ça a permis aussi d'acquérir ce qu'on peut appeler aujourd'hui le multipartisme, qui a donné naissance quand même à un boom, on va dire, de création de partis politiques au Niger. Aujourd'hui, on peut compter plus de 250. Alors, est-ce que ce multipartisme-là, en fait, vu le nombre de partis qu'on a aujourd'hui, vous paraît positif ou négatif? Positif, oui, dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, la liberté d'association qui a été reconnue aux différentes organisations syndicales a permis la création de ces partis, puisque c'est une liberté qu'on donne aux associations, c'est une liberté d'association qui est reconnue à tous les individus. Donc c'est dans ce sens qu'il y a eu la naissance de beaucoup de partis politiques. Alors, le pouvoir, ça se conquiert par la voie des urnes, et naturellement, il y aura beaucoup de partis politiques qui vont compétir dans ce sens. Négatif, je dirais pas négatif, mais disons que c'est un peu... Je ne sais pas comment dire, mais... Bon, on va dire mitigé, comme vous voulez. Voilà, mitigé parce que, voilà, parce que ça a des inconvénients aussi. Des inconvénients dans la mesure où, lorsqu'on cherche le pouvoir et qu'on ne l'a pas, il y a souvent des alliances qui sont créées de part et d'autre, qui souvent ne favorisent pas les élections, puisque nous avons des tensions souvent après les élections. Ça d'une part, et en plus, quand on voit aujourd'hui le nombre de ces partis politiques, on se demande bien, est-ce que la majorité de ces partis respectent la charte des partis, en fait, au Niger? Est-ce qu'ils répondent tout simplement aux prérogatives qui sont les leurs? Est-ce qu'ils jouent leur rôle pleinement? Disons, pas pleinement, parce que les partis politiques ont le devoir aussi de former leurs militants. Alors, je crois que dans ce sens-là, les partis ne font pas assez d'efforts pour former les militants. Je pense qu'il faut bien que ces partis-là jouent leur partition, notamment dans le domaine de la démocratisation de l'État du Niger. Donc, par rapport au plan international, on va assister quand même à une plus large ouverture, on va dire, de la politique extérieure du Niger vers d'autres pays. Mais quand même, la France, l'ancienne colonie, va garder une place qui est assez considérable, en fait, et qui va continuer à impacter jusqu'à aujourd'hui la politique nigérienne. Donc, quelle lecture, en fait, aujourd'hui par rapport à ce rapport Niger-France? Donc, le rapport entre la France et le Niger, c'est un rapport qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous le savons très bien, la France était la puissance colonisatrice du Niger. Donc, c'est depuis
la colonisation, que ce lien existe. Alors, le cordon ombilical qui lie la France et le Niger ne peut pas être coupé tout de suite. Néanmoins, le Niger a entrepris la diversification de ses partenaires. Il n'y a pas que la France qui intervient au Niger, il n'y a pas que la France qui est le partenaire privilégié du Niger. Il y a d'autres partenaires privilégiés, notamment, je ne peux pas les citer, mais quand même, il y en a beaucoup, vous devez les savoir. Alors, parce que la liste est longue, on ne peut pas les citer tous. Le lien avec la France, il est plus peut-être, il est le plus visible, si vous voulez, puisque c'est quand même la puissance colonisatrice. L'une des revendications, je me souviens très bien lors de la conférence nationale, les associations, c'était effectivement, ils ont critiqué cette relation France-Niger, France-Afrique. Voilà, puisqu'ils ont même refusé en fait la participation de la France directement, on va dire. Voilà, justement parce que pour les Nigériens, pour la majorité des Nigériens, je veux dire, c'était effectivement la France qui empêchait le développement du Niger ou de l'Afrique en général. Alors les panafricanistes, effectivement, se sont lancés dans un mouvement de contestation de cette relation France-Afrique, France-Niger. Alors, je ne pense pas, puisque nous sommes dans la diversification des partenaires, que ce cordon ombilical qui lie toujours le Niger et la France soit coupé tout de suite. Alors, maintenant, par rapport aux institutions internationales, lorsque nous allons accepter les programmes, ou du moins qui nous ont été imposés, les programmes d'ajustement structurel dans les années 90, les conséquences sont visibles aujourd'hui sur le plan de l'éducation, sur la santé, sur tous ces secteurs-là, en fait, qui concernent ces programmes. Alors, aujourd'hui, comment, on va dire, en sortir, en fait? Parce on a toujours quand même cette relation, on est extrêmement dépendant, on va dire, de l'aide au développement, des prêts auprès de ces institutions. Donc, comment sortir de cela? Justement, c'est la question que tout le monde doit se poser. Comment sortir? Puisque c'est un cercle vicieux, c'est une spirale dans laquelle on se trouve. Lorsque les institutions de Bretton Woods nous ont imposé le programme d'ajustement structurel, effectivement, il y a eu beaucoup de conséquences, je veux dire négatives, notamment, vous avez parlé dans le domaine de l'éducation, de la santé, puisqu'on avait demandé la réduction de la masse salariale, la réduction du fonctionnaire, etc., etc. Donc, ça a amené beaucoup de... ça a conduit à beaucoup d'échecs dans le domaine économique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Et après il y a eu l'initiative PPTE. C'est pour dire que nous sommes dans une spirale, nous sommes dans un cercle vicieux. Après le PPTE, il y a eu PPTE renforcé encore. Exactement. Donc, on ne peut pas sortir tout de suite de ce cercle vicieux qui est l'endettement des pays africains, puisque tous ces programmes visaient effectivement l'allègement de la dette des pays africains. Alors, nous sommes toujours endettés et nous serons toujours endettés, puisque les États, pour relancer les économies, il faut s'endetter. Alors, certes, il faut peut-être s'endetter, mais il y a quand même des États qui montrent l'exemple aujourd'hui. Il y a des États qui arrivent même à dire on ne veut plus de la dette des FMI, on va pouvoir bâtir notre propre économie avec nos propres ressources. Donc, est-ce que le Niger ne peut pas en faire autant aussi? Le Niger peut en faire autant, mais comme je dis, c'est un truc c'est un processus qui prend assez de temps. Moi, je ne vois pas ça tout de suite. Je vois ça à long terme. Parce qu'il faut jeter les bases d'abord d'une économie solide pour qu'on puisse être, si vous voulez, indépendant de ces aides des pays développés ou bien de l'endettement. Exactement. Et ça, donc, c'est quelque chose qui doit venir de notre propre initiative surtout. Bien sûr. Et à travers la formation, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, l'éducation, c'est très important. Il faut que nous puissions créer quand même des ressources humaines capables d'asseoir ces bases-là, comme vous le dites. Maintenant, il y a une question qui est assez épineuse quand même. On sait, avant même la conférence nationale souveraine, il y a eu cette situation catastrophique du 9 février 90 qui a quand même causé la mort de 3 étudiants et plusieurs blessés, on le sait. Et la situation a été revenue, elle faisait partie quand même des ordres du jour de la discussion lors de la conférence.
Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, les responsabilités se sont jetées, on va dire, à gauche, à droite. On n'arrive pas à obtenir justice, comme le revendique chaque année l'USN. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à déterminer les commanditaires. À plus forte raison, aboutir à une justice. Est-ce qu'on peut encore y croire, en fait, à cette justice? On peut y croire, parce que le Niger est un état de droit. Tant qu'il y a des revendications dans ce sens, on peut espérer qu'il y aura un jour les chances que ces revendications aboutissent. L'USN, qui est la structure des étudiants, existe toujours et elle mène toujours le combat pour que justice soit faite par rapport à cette tuerie de 9 février qui avait causé la mort de 3 étudiants et plusieurs blessés. Et je vais plutôt lancer un appel à l'USN, effectivement, pour ne pas baisser les bras dans ce combat, puisque c'est quand même, il y a eu quand même mort d'homme. Il faut bien que justice soit rendue aux victimes et aux parents des victimes. Mais là, ça fait plus de 30 ans quand même, 31 ans, on va dire environ, mais les revendications se fassent chaque année, mais toujours rien, en fait, il n'y a rien qui est déclenché par rapport à ça. Donc, pour vous, d'où vient le blocage, en fait? Non, justement, c'est ce que je dis, nous sommes un état de droit. Moi, je dis que tant qu'on revendique toujours, il y aura un jour où lumière sera faite par rapport à cette question. En tout cas, nous attendons ce jour quand même fortement posé et que l'édifice va pouvoir s'ériger avec le temps. Inch'Allah. Alors, maintenant, par rapport à la gouvernance, depuis plusieurs régimes aujourd'hui, pas que ce régime actuel ni celui précédent, depuis de nombreuses années, on va dire, il y a eu quand même pas mal d'affaires qui ont secoué le pays, pas mal de scandales, je parle de détournements qui ont été faits de fonds, et qui malheureusement sont restés très souvent en fait impunis, donc à la grande consternation des Nigériens. Est-ce que là aussi il y a une chance d'aboutir à cette impunité? Parce qu'il y a quand même des Nigériens, des individus qui détournent et qui ne sont pas inquiétés. Oui, disons que le Niger quand même a mis en place des institutions assez fortes pour la lutte contre la corruption, pour la lutte contre le détournement des deniers publics. Et la volonté affichée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, elle est assez forte quand même. Il a manifesté une volonté assez forte pour lutter sans relâche contre la corruption, contre l'impunité surtout. Puisqu'effectivement, il y a eu beaucoup de scandales qui ont secoué le Niger dans le domaine effectivement du détournement des deniers publics. Et ben écoutez, je crois que le président de la République, avec sa volonté, va faire en sorte que quand même si c'est à titre dissuasif, puisqu'il a manifesté quand même, ça va décourager beaucoup de Nigériens à s'accaparer des biens de l'État. Alors, et pour ceux qui le font, certainement, la justice est en train de faire un travail qui consiste à effectivement chercher tous ceux qui ont détourné les deniers publics pour que les rendent à l'État. En tout cas, c'est vrai que dans la déclaration, on va dire, de sa politique générale, dans ses promesses, en fait, envers les Nigériens, le président de la République, oui, il a pris l'engagement, en tout cas, il y a la volonté, on le sent. Maintenant, pour que cette volonté soit manifestée et pour que les Nigériens aient confiance, il faut quand même des actes forts, il faut donner l'exemple. On va rester sur une note positive. Et voilà, je rappelle que vous êtes premier secrétaire auprès de l'ambassade du Niger et nous tenons à vous remercier d'avoir accepté cet entretien avec nous. Merci, c'est un plaisir. Merci à tous les spectateurs également de Couleur TV et merci de nous accompagner toujours, de partager les contenus avec vos proches et nous vous disons à très bientôt.